Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si j'ai encore le nez un petit peu pris, je suis toujours un petit peu malade, donc j'espère que ce sera pas trop casse-pied à écouter, on va dire, ma voix un petit peu nasillarde. J'enchaîne en plus les vidéos, donc je pense que je vous aurais dit la même chose sur les vidéos précédentes, mais bref. Tant que j'ai les supports papier, j'enchaîne les vidéos. Et pour cette partie de vlog, je voulais vous faire un espèce de bilan final de tout ce que j'avais lu au mois d'avril, parce que dans le vlog que j'ai arrêté précédemment, je ne vous avais pas dit tout ce que j'avais lu. Donc on continue, et on commence ici avec un petit manga. Il s'appelle Blood Alone, c'est de Masayuki Takano, c'est publié chez, je ne sais pas, c'est chez Kiun, et c'est un petit manga sur les vampires, qui avait l'air très sympa. Il y avait marqué « Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez Kuroe, un écrivain fauché dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, un redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la sœur de l'autre. » Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça faisait un petit bout de temps déjà que je le voyais passer à ma médiathèque. Et j'ai enfin fini par craquer en me disant « Allez, pourquoi pas ? On va tester, voir ce que ça donne. » Le design est très joli et apparemment c'est une réadaptation, on va dire, du Blood Alone qui a été publié il y a assez longtemps, avec un nouveau design, un nouveau storyboard un petit peu, qui a été remis au goût du jour. Et je vais essayer de vous montrer. Je préfère vraiment le nouveau design à l'ancien parce que je le trouve beaucoup plus frais, beaucoup plus actuel et beaucoup plus joli. Regardez, donc ça c'est le nouveau design. Regardez notamment la tête de ce personnage-ci. Et ça c'est son ancien design. Vous voyez? Il est vachement différent. Et regardez, ça c'est Misaki, donc l'héroïne. Moi j'aimais pas trop sa tête là. Alors que maintenant, je la trouve... Où elle est? Ici. Je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus mignonne. Donc moi j'aime bien finalement ce nouveau design. Je suis contente entre guillemets de ne pas avoir connu l'ancien. Parce que le nouveau, je le trouve vraiment super chouette. Concernant ce premier tome, il est vraiment très introductif. C'est vraiment pour poser que Misaki est une vampire. Et encore, il y a 2-3 trucs, c'est un peu particulier. C'est une vampire qui arrive à manger. Elle adore les gâteaux, elle adore les choses sucrées. Donc j'étais pourquoi? Pourquoi un vampire mange des gâteaux? Pourquoi pas, certes, mais pourquoi? J'espère qu'il y aura une explication dans le tome 2. Parce qu'en attendant, c'est vraiment concentré sur les personnages de Misaki et Kuroe. Et on parle vite fait de ce fameux grand méchant vampire qui a tué sœur et père des deux personnages. Mais pas plus. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu plus dans le tome 2 et dans la suite. Parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de quête contre le méchant. C'est vraiment axé... pseudo-romance entre les deux, et encore, elle est amoureuse de Kuroe, mais lui, il est complètement aveugle, il ne voit pas du tout qu'elle l'aime. Ou alors, il en joue beaucoup. Donc, j'attends de voir. Lui, il a des pouvoirs, elle, c'est une vampire qui a l'air un petit peu schizophrène par moment, je ne sais pas trop encore. J'attends de voir ce que ça donne. Le premier était pas mal, à voir avec la suite ce que ça peut donner. On reste dans du graphique avec... celui-ci, Les Indésirables de Kiku Hughes, ou Hughes, je ne sais pas comment on prononce, publié chez Rue de Sèvres. Et je crois que j'avais vu passer sur la chaîne de Pikitty, il m'intéressait beaucoup. C'est un roman graphique qui est vraiment très joli. Il a un design qui est vraiment tout simple, mais qui est très très beau, et qui va nous parler de la guerre 39-45, mais cette fois-ci, pas du côté des déportés juifs, mais des déportés japonais en Amérique. Et c'est un autre pan de l'histoire qu'on n'entend pas beaucoup parler finalement, et qui est très intéressant de voir comment une jeune fille qui est mi-japonaise, mi-américaine, va essayer de retracer son passé, d'en apprendre plus sur sa grand-mère qui a été donc déportée dans un des camps de l'Utah, qui était ancienne violoniste et comment elle a réussi à traverser les époques, comment elle a réussi à surmonter ces camps de déportation, surmonter cette guerre, surmonter ce racisme et cette ségrégation qu'il y avait envers les Japonais donc en Amérique dans ces camps. C'est
très intéressant de voir ce pan de l'histoire que je ne connais pas beaucoup finalement. C'était très bien amené, même s'il y a des histoires même s'il y a des passages un petit peu flous. Et l'autrice le dit elle-même que c'est un mix entre de la fiction et de la réalité, et qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas faire un roman graphique uniquement sur de la réalité, parce qu'il lui manquait beaucoup trop d'informations pour que ça puisse paraître plausible et que ça puisse retranscrire vraiment l'histoire qui s'est passée à l'époque. Donc on le sent qu'il y a des moments un petit peu de flottement où elle sait pas trop bien où elle va, qu'elle essaye de se rapprocher donc de sa grand-mère, sans vraiment oser aller lui parler, oser vraiment aborder les pans de son histoire. C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là parce que c'est assez survolé. Point de vue, comme elle se rapproche pas de sa grand-mère, alors que c'est ce qu'elle voulait, se rapprocher d'elle pour pouvoir connaître l'histoire, et bien finalement on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a l'aspect un petit peu survolé de ce qui se passe dans les camps, de comment ça se passait, de comment ils étaient traités, des divers camps à travers lesquels ils ont été déplacés, mais il manque ce petit côté histoire justement qui manque à l'autrice également. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Malgré ça, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant d'avoir cette autre version de l'histoire, avec un graphisme qui est très très beau, très doux, malgré le côté très donc sombre de ce roman graphique. C'était une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé, avec ce design donc très simple mais très beau. Une très jolie découverte. Et là, je vais passer aux 2 romans qui me restent en version papier. Le reste, c'est de la version e-book. Je ne sais pas par lequel je commence. Celui que j'ai aimé ou celui que j'ai moins aimé. Allez, on va faire dans le crescendo du moins bon vers le meilleur, on va dire. Donc le moins bon, celui que j'ai moins aimé, c'est Nosferas de Ulrich Schweikert. Mon allemand est chaotique. Publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Je l'ai trouvé à ma médiathèque et cette couverture avec le nom m'avait intriguée. Nosferas, moi ça m'intriguait dans le point de vue Nosferatu, le vampire. Et ce masque de sang, je me suis dit qu'est-ce que c'est donc que cela? Et le résumé me dit Rome, 19e siècle, d'étranges silhouettes masquées de rouge hantent les rues. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette hante les rues, cette version-là de ma voix. Au service d'une secte résolue à éradiquer tous les êtres surnaturels. Des êtres comme Alyssa, Franz Léopold, Ivy et Malcolm, jeunes aristocrates issus des 4 coins du monde partageant le même secret, ce sont des vampires. Désormais, chaque seconde compte et la chasse peut être fatale. Alors je me suis dit, tiens, un livre sur les vampires, pourquoi pas, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas lu, allons-y. Comment dire C'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Point de vue que là derrière on nous parle d'une secte, on nous parle de vampires qui sont pourchassés, d'une traque qui peut être fatale. Et finalement le Rome du 19e siècle on le voit pas trop. Point de vue qu'on va suivre ces jeunes gens là, Alyssa, Franz et Ivy et compagnie, qui sont des vampires qui sont issus d'un peu partout en Europe et qui vont être regroupés tous à Rome pour intégrer une école de vampires et qui vont apprendre au sein de cette école, en première étape, à ici se protéger de tout le côté sacré de la religion chrétienne. Tout le côté comment se protéger des saints bibliques, comment se protéger de l'eau bénite. Et au fur et à mesure, après, ils vont devoir changer d'école, changer de pays pour apprendre en fonction des divers clans à se protéger, à combattre, à utiliser les manipulations psychiques et compagnie. L'idée de base pouvait être super intéressante si au final le résumé n'était pas totalement mensonger malheureusement. Parce que oui, ils vont intégrer cette fameuse école de Rome, mais ils vont jamais en décoller. On va, dans ce tome-ci, uniquement suivre comment ils vont se débrouiller face à l'église. Ce qui est terriblement chiant, malheureusement. C'est pas chiant au point de vue que c'est mal écrit, c'est plutôt pas mal, même si je trouve que la plume est un petit peu vieillotte maintenant. Il date de 2012, donc je trouve la plume un petit peu vieillotte, avec des bonnes idées, mais qui sont pas, on va dire, bien condensées. Ça appelle une saga, et depuis 2012, il n'y a que ce tome-ci qui est sorti, donc je pense que c'est peine perdue. La suite ne verra jamais le jour, et c'est fort dommage,
parce que c'est à partir, on va dire, de ça du livre que ça commence à être intéressant. C'est fort dommage parce que c'est là, quand ils vont dire justement, maintenant que vous avez appris à vous défendre contre l'Église, vous allez aller dans les autres pays, vous allez aller voir les autres familles puissantes, vous allez apprendre à devenir des vrais vampires, à combattre, à vous fondre dans la nuit, à vous transformer, à utiliser les manipulations. C'est ça qui pouvait être intéressant. Et ça ne verra jamais le jour. Terriblement frustrant. Parce que finalement, on va suivre plutôt une bande de gamins qui savent qu'ils sont vampires mais qui ne savent pas utiliser leur pouvoir, qui vont essayer de déjouer des enjeux un petit peu politiques, familiaux, mais en prenant ça assez à la rigolade aussi. Il va y avoir les conflits entre les diverses familles qui se trouvent toutes plus supérieures les unes aux autres. Ouais, ok, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de fond en fait derrière ça. C'est fort dommage parce qu'il y avait d'excellentes idées, mais comme je vous dis, à partir de 100, il reste 150 pages et c'est là que ça devient intéressant. Tout le reste est vraiment plat, et vraiment de la mise en situation avec assez peu d'action, et finalement on s'ennuie un petit peu. Il y a même un moment où je m'ennuyais vraiment malheureusement, j'ai sauté une centaine de pages, et quand j'ai repris le récit, j'étais pas du tout perdue. Je me voyais ce qui s'était passé avant sans les avoir lus. Et ça, c'est vraiment pas un très bon point, malheureusement. Il y a des très bonnes idées, et avec des constructions de personnages et d'amitié qui sont intéressantes, avec une évolution positive de certains personnages et énigmatique pour d'autres, ce qui est là, une fois de plus, que j'aurais bien aimé pour une fois une suite, mais qu'il n'y en aura pas. Et il y a des personnages qui sont semi dans le vampirisme, semi dans la magie, dans le druidisme, qui pouvaient être très intéressants à développer. Et pareil, une fois de plus, on n'en verra pas la suite. C'est fort dommage. Et cette accumulation de fort dommage fait que finalement on se retrouve avec quelque chose qui était assez plat, avec des bonnes idées mais qui ne sont pas abouties et qu'on ne verra jamais aller plus loin malheureusement. Donc Nosferas pour moi, ça l'a pas fait. Je pense que si je l'avais lu peut-être plus jeune, ça m'aurait peut-être un peu plus plu, avec ce côté école, apprentissage et vampire, quand c'était vraiment toute la vibes des vampires à l'époque, entre guillemets. Ça m'aurait peut-être plus plu, mais là, non, ça l'a pas fait, c'était venu trop éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire et ce que j'aime lire à présent. Et les vampires que j'aime lire, c'est pas des vampires adolescents qui se chamaillent dans la cour d'école, malheureusement. Donc, dommage pour celui-ci, ça l'a pas fait avec moi. Passons maintenant au livre que j'ai beaucoup plus apprécié et qui m'a fait découvrir le genre du cozy mystery ou cozy murder. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flock, les enquêtes d'Anna Swenson. C'est publié chez le Cherche Midi et enfin, je commence cette saga dont tout le monde parle, tout le monde est fan, et moi j'en avais juste entendu parler et pas plus. Ça faisait un petit bout de temps qu'il était dans ma palle celui-ci, donc je me daigne enfin le sortir. Et franchement, après l'avoir lu, je me dis, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir? Parce que c'était super sympa. Voici le résumé. Anna Swenson est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Donc c'est ce qu'on appelle un cozy mystery, c'est vraiment une enquête policière, vraiment on va dire très douce, sans le côté glauque, sans le côté machiavélique, thriller, recherche d'un psychopathe. Là il va y avoir un meurtre certes, mais c'est un petit peu comme dans les Agatha Christie, où il va y avoir vraiment une enquête, mais sans vraiment donc tout le côté glauque et gore qu'il peut y avoir dans un thriller comme un Franck Tillier par exemple. Là on est vraiment dans quelque chose de très doux, de très frais, de très agréable et de très on va dire transposable entre guillemets dans la vie réelle, parce que Anna elle est entre guillemets juste propriétaire d'une pâtisserie, elle fait que des cookies,
Mais à côté de ça, va se trouver un talent d'enquêtrice parce qu'elle va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle va décider de mener l'enquête toute seule. Donc c'est un petit peu ce côté Madame Tout-le-Monde qui devient enquêtrice par substitution, qui est super sympa. Le tout entrecoupé de petites recettes de gâteaux fort alléchantes qui ont l'air toutes succulentes, on a toute envie de les tester. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors c'est un premier tome qui est assez introductif, point de vue qu'il faut justement introduire le personnage, la ville, les relations qu'elle a avec les habitants de Lake Eden, avec son beau-frère qui est donc le shérif, avec ses nouveaux talents d'enquêtrice, avec sa mère qu'il faut qu'elle arrive à déjouer les plans machiavéliques parce qu'elle a décidé de la caser avec tous les hommes célibataires de la ville. Il y a ses côtés mi-enquête, mi-recette de cuisine, mi-potin à la Desperate Housewives avec ces petits racontards de village, avec toutes les personnes qui connaissent tout le monde, qui peuvent avoir des informations, mais les informations peuvent être plus ou moins nuancées suivant justement si les personnes s'entendent bien entre elles ou non. Et c'est très sympa de voir justement cette nouvelle enquêtrice essayer de s'insinuer comme ça dans la vie des gens tout en gardant son métier de pâtissière. Moi j'ai trouvé ça très frais, très agréable à lire, et je suis curieuse maintenant de lire la suite en espérant fortement que ne pas retrouver exactement le même schéma à travers tous les tomes. Parce que elle n'est pas policière, oui, elle va tomber sur un meurtre par hasard et elle va enquêter, certes, mais j'espère que ce ne sera pas un schéma répétitif comme ça tout le temps parce que ça risque malheureusement de devenir lassant. J'ai hâte et peur en même temps de lire le tome 2, très hâte parce que j'ai vraiment quand même beaucoup aimé le tome-ci, et parce que justement j'ai envie de voir quel schéma il va y avoir dans le second tome. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de redondance point de vue avec ses relations amoureuses qu'elle essaye d'échapper en même temps qu'elle essaye d'avoir, parce qu'elle est bien célibataire, mais si elle pouvait avoir un homme, ça lui ferait quand même plaisir. Il y a beaucoup apparemment de jeux là-dessus, de je t'aime moi non plus. J'espère que ça va pas trop tourner comme ça, et à chaque fois qu'elle va tomber au pif sur un meurtre qu'elle va résoudre grâce à ses talents innés d'enquêtrice. Je suis curieuse, on verra ça dans le tome 2. En attendant, dites-moi si vous avez lu les autres, si ça vous plaît, si c'est une série qui est sympa, parce que moi en tout cas, pour le moment, avec ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé. Un autre petit livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Est-ce qu'on en parle de cette petite pépite qui est Mon printemps cosy de Caroline Millet? Parce que franchement, que ce soit mon automne cosy, mon hiver cosy et maintenant mon printemps cosy, elle renouvelle à chaque fois avec brio l'expérience de cocooning, d'envie de fraîcheur pour celui-ci, d'émerveillement devant les magnifiques illustrations qu'elle fait, de gourmandise devant les recettes qu'elle propose, et d'aventure avec justement tout ce qu'elle nous propose pour pouvoir avoir un printemps cosy comme elle les aime. C'est toujours aussi beau, regardez-moi la qualité et la beauté de ces illustrations. Je trouve ça toujours aussi magnifique. Et on a envie de tout dévorer, de tout croquer, de tout découvrir. C'est vraiment super chouette. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait Caroline, et à chaque fois qu'elle sort un nouveau livre, eh ben, je me rue dessus. Et là donc ça y est, j'ai enfin pu lire Mon printemps cosy, qui, donc comme les deux précédents, je l'ai adoré évidemment. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'être entre guillemets en 2024 pour avoir mon été cosy qui normalement sortira l'année prochaine. J'ai hâte, comme ça j'aurai vraiment toute la collection avec comment vivre entre guillemets de manière cosy à travers les saisons. C'est super chouette. Elle a à chaque fois des idées agréables, originales, fleuries ou cocooning ou gourmandes, et j'aime toujours autant ce qu'elle fait. C'était toujours un plaisir de découvrir son œuvre, son monde, ses décors. Incroyable. C'est vraiment une série que j'aime particulièrement, et comme je vous dis maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle ait trouvé les idées pour faire mon été cosy, et une chose est sûre et certaine, dès qu'il sera annoncé, j'irai l'acheter parce que il fera partie de ma collection, il la complétera et il la magnifiera parfaitement dans ma bibliothèque. C'est vraiment une œuvre incroyable. Vive les saisons cosy de Caroline Millet.
Et je vais terminer cette séquence avec les 2 romans qu'il me reste à vous présenter que j'ai en version e-book, ce sont 2 SP. Le premier, il s'agit de Les Sentiers de la Vérité de Francis Van Gured, que je remercie énormément de m'avoir contacté pour me faire découvrir son univers, parce je vais me retrouver dans un thriller policier incroyable, avec un petit côté Da Vinci Code qui n'était pas pour me déplaire. Parce qu'on va suivre Andrea qui a été retrouvée tabassée presque à mort dans une bibliothèque, si je ne me trompe pas. Et il va être bien sûr transporté à l'hôpital, il va y avoir une enquête derrière pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi on l'a tabassé comme ça, de quoi il se souvient. De pas grand-chose, visiblement, parce qu'il est assez réticent pour parler, que ce soit avec les médecins ou la police, il n'a pas trop envie de se dévoiler, on ne sait pas tout à fait pourquoi. Mais au final, quand il se dévoile, on se rend compte qu'il est au cœur d'une machination, au cœur d'un projet immense qui s'appelle le projet Ariane. Et je vous en dirai pas plus sur ce projet pour pas vous dévoiler parce que c'est vraiment quelque chose de très complexe que je vous laisserai découvrir à la lecture de ce livre. Et donc, comme il est au cœur de ce projet, il va être mis au devant de la scène pour essayer de sauver les personnes qui participent au projet Ariane. Mais au fur et à mesure que l'enquête va continuer, on va se rendre compte que finalement, ce n'est peut-être pas lui la victime, mais qui serait bien au cœur d'une machination beaucoup plus vaste, et que finalement, le héros va devenir l'antagoniste. Une course-poursuite va s'enclencher où Andrea va devenir l'ennemi public numéro 1. Et c'était vraiment très intéressant de voir justement ce basculement entre le héros qui devient l'anti-héros finalement. Le gentil qui va devenir le méchant en un claquement de doigts, avec la construction d'un piédestal qu'on lui voue, un culte où il devient un rescapé, il devient une victime, il devient une personne qu'il faut soutenir. Et du jour au lendemain, quand l'enquête va le faire devenir bourreau au lieu de victime, et bien tout le monde va signer sa déchéance au niveau des réseaux sociaux. Il va devenir l'ennemi public numéro 1. Il va se faire lyncher, il va se faire poursuivre, il va se faire traiter de tous les noms. Et c'est très bien fait justement ce côté, en 3 secondes, en un claquement de doigts, les personnes que l'on ne connaît pas peuvent nous encenser comme nous mettre plus bas que terre. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté revirement de situation, parce qu'il y en aura vraiment beaucoup à l'intérieur de ce roman. Et le côté, donc, comme je vous disais, un petit peu Da Vinci Code, parce que ce projet Ariane est très spécial, très complexe, et beaucoup de ramifications, d'engrenages et d'énigmes vont être au cœur de ce récit, notamment au niveau du monde des échecs. Et on sent donc ce côté un petit peu quête, ce côté recherche historique, ce côté chasse au trésor un petit peu, avec de nombreuses énigmes qui vont nous amener vers une nouvelle énigme, puis une nouvelle, et toute une ramification qui font que il y a des moments où on se sent presque un petit peu perdu, tant il y a d'informations qui nous arrivent à la lecture de ce récit en fait. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms, beaucoup de personnages de vie qui s'entrecroisent, beaucoup d'actions avec des amitiés qui se font, qui se défont. Justement, ce projet Ariane qui est sous-jacent, qui arrive après à prendre en puissance avec donc beaucoup de ramifications et d'informations dedans. Ce qui fait qu'il y a des moments où on a du mal presque à emmagasiner tout ça. On ne sait plus quel personnage est qui, à quoi il correspond, pourquoi il était là. Tant il y a d'informations à accumuler en fait. Il y a des moments où il faut faire un petit peu le vide, essayer de se concentrer sur les énigmes qui sont quand même vraiment très compliquées. Moi qui suis une buse dans le monde des échecs, franchement, s'il n'y avait pas Andrea pour réussir à me sortir des énigmes, moi j'étais restée à la première page en mode je ne sais pas la réponse, je ne connais pas. Heureusement qu'il est là. Et heureusement qu'il a un QI extrêmement important, parce qu'il y a des énigmes tellement complexes que je ne pense que le commun des mortels va être comme moi en mode sur la touche et ne pas pouvoir réussir à progresser plus loin dans l'histoire. Et c'est un petit peu le côté, on va dire, dommage que je reprochais à l'auteur, c'est qu'il a pris beaucoup la facilité de mon personnage est très intelligent, donc il va forcément réussir à déjouer l'énigme en 2 temps 3 mouvements. C'est bien parce que ça aide à progresser dans l'enquête et à progresser dans les nombreuses ramifications dont je vous parlais, mais c'est un peu trop facile à certains moments parce que du fait qu'il est intelligent, il arrive à tout faire, il arrive à se sortir de toutes les situations et à progresser dans l'histoire de manière très rapide.
C'est bien et c'est pas bien, parce que ça nous fait progresser et en même temps ça nous frustre en lui disant mais il sait vraiment tout faire, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment ces deux côtés-là, le côté beaucoup trop d'informations à ingurgiter et le côté héros ultra intelligent, ces deux points importants qui m'avaient un petit peu fait pécher, on va dire. Point de vue que donc c'était un peu compliqué à suivre à certains moments avec ce personnage hors du commun et toutes ces informations qui sont en mode waouh, il y a des moments quand on lisait, on dirait ah, oui, il va chercher très très loin quand même, c'est fort mais c'est fou en même temps. Mais à côté de ça, il a beaucoup d'idées qu'il arrive à véhiculer à travers une histoire jalonnée d'énigmes, jalonnée de mystères, jalonnée d'enquêtes policières et de courses-poursuites qui sont quand même vraiment plutôt bien rondement menées. Donc, pour moi, c'est plus du policier que du thriller, mais c'est un policier intrigant, un côté justement énigmatique qui est original et qui nous fait aller au bout du récit parce qu'on veut savoir quelle est la finalité de la chose. Et quand on y arrive, on se dit mais c'était totalement impossible à prévoir. Il y a tellement d'embranchements, tellement de possibilités, tellement de rebondissements qu'il est impossible de savoir ce qui va se passer à la fin et de le prédire. Donc très très fort sur ce côté-là. Moi je l'avais trouvé vraiment original de ce point de vue-ci. Le seul reproche que j'avais pu faire au niveau de la mise en page, mais ça l'auteur m'a dit c'est pas de sa faute, c'est pas de son fait à lui, c'est la plateforme LibriNova qui veut ça. C'est que en fait il a fait des notes d'auteur qui au lieu d'être mises en bas de page sont toutes reléguées à la fin du livre en fait. Et c'est fort dommage parce que moi je lisais en version e-book et on n'a pas la même facilité d'aller à la fin d'un livre pour vérifier ce que c'est et retourner à la page qu'on est en train de lire actuellement, plutôt que aller dans le menu, aller dans la page, trouver la page à laquelle correspond la note, retourner dans le récit. Ça fait un petit peu des allers-retours un petit peu malvenus qui nous font perdre par moments le fil de l'histoire qui est assez complexe en plus à suivre. Mais donc c'est pas de son fait, lui il voulait vraiment les mettre en note de bas de page pour que ce soit plus lisible, compréhensible et intégré au récit, plutôt que les mettre tout à la fin. Dommage LibriNova, si vous pouvez faire quelque chose pour ça, ce serait un petit peu plus intéressant parce que soit on décide de couper sa lecture et d'aller à la fin pour vérifier ce que ça veut dire, soit on fait comme moi et on attend d'avoir tout lu pour aller lire toutes les notes de bas de page au final, et quitte à ne plus savoir quelles étaient vraiment les notes de bas de page finalement. Donc c'était un petit détail comme ça, qui pour moi était un petit peu dérangeant, mais c'est juste parce que je préfère donc la version bas de page et pas la version fin de livre. Ceci étant dit, c'était quand même une excellente découverte. Moi, je vous conseille de le découvrir si vous aimez un petit peu justement les courses-poursuites comme ça qui ne s'arrêtent pas. C'est très dynamique, c'est avec des chapitres courts qui s'enchaînent, qui nous donnent envie d'aller toujours plus loin, plus vite dans le livre. Et le côté donc Da Vinci Code qui est très sympa. N'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu, je serais très curieuse de savoir si vous l'avez apprécié comme moi. Et le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette séquence, qui est un autre SP, il s'agit de Zodiac Switch, le tome 1, L'éveil. C'est publié chez Octoquill et c'est de Chloé Bennett et de Cornelia Lionelli, si je ne me trompe pas. Je vous mets la couverture juste ici avec les vrais prénoms si jamais je me suis trompée, et j'en suis désolée si c'est le cas. Et on s'arrête donc justement 2 secondes sur cette jolie couverture qui nous inspire vraiment un côté magique, un côté witchy et un côté zodiaque. Avec, bon, c'est marqué dans le titre, certes, il y a le symbole du Capricorne, certes, et il y a cette silhouette d'un monsieur qu'on suppose être du Capricorne derrière, qui m'a l'air tout à fait charismatique. Et donc dans Zodiac Switch, on va suivre Liam, qui est une orpheline qui a été recueillie au sein d'un motor club qui gère un orphelinat. Donc, je trouve ça déjà super original, on le voit pas tous les jours ça, mais ça a son importance et son petit charme, il est vrai. Et sa vie va basculer le jour où ils ont décidé d'aller avec son grand-père à la banque pour retirer de l'argent pour pouvoir lui acheter sa première moto, mais ils vont tomber dans un braquage qui va très très mal tourner parce que son grand-père va être assassiné. Mais il ne va pas être assassiné par des braqueurs lambda, parce que ce sont des braqueurs qui sont possédés par un signe du zodiaque démoniaque. Et à partir de là, il va se rendre compte que c'est une sorcière qui a le pouvoir d'invoquer des démons en lien avec son signe du zodiaque. Pour savoir qui elle est, qu'est-ce que c'est que ses pouvoirs, qu'est-ce que c'est que cette condition de sorcière qui sort de nulle part, elle va intégrer une école particulière
qui va pouvoir lui enseigner justement tous les rudiments à apprendre pour pouvoir devenir une sorcière, pour pouvoir utiliser son signe du zodiaque et arriver à découvrir qui sont les personnes qui ont assassiné son grand-père et en apprendre un petit peu plus sur elle également et sur sa famille qu'elle n'a jamais connue. Et je trouvais ça super intéressant d'utiliser la magie associée aux signes zodiacaux, d'autant plus que ce premier tome est concentré sur le signe du Capricorne et qu'étant du Capricorne, elle pouvait qu'être ravie d'avoir ce signe en tête d'affiche. D'autant plus que le personnage qu'on voyait sur la couverture s'appelle Bélias, c'est un démon ultra badass du Capricorne. Je l'adore. C'est mon personnage favori de tous les temps de ce premier tome. Il est génial. Il représente bien un peu le Capricorne d'un point de vue que il peut être têtu, il peut être bourru, il peut être bougon, il peut être attachant, il est très puissant, il est froid, comme il peut être totalement attachant et agréable. Il y a toutes ces facettes du signe que l'on retrouve également dans Liam, qui est Capricorne elle aussi, parce qu'elle est un peu tête brûlée, en plus elle vit au sein d'un motor club, donc elle a une vision un petit peu bagarreuse de la vie, elle se laisse pas marcher sur les pieds, mais à côté de ça elle est également très craintive et très fragile, point de vue qu'elle a assisté à l'assassinat de son grand-père, point de vue qu'elle débarque dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle se découvre des pouvoirs qu'elle ne supposait pas exister et pensait avoir, qu'elle apparemment descendrait d'une famille de sorciers parce que ce sont des pouvoirs héréditaires et comme elle ne connaît pas sa famille, ceci explique cela. Et il va y avoir justement tout un côté un petit peu apprentissage à la Harry Potter avec cette école qui va nous apprendre à utiliser des pouvoirs et de la magie, avec justement beaucoup de clins d'œil aux références de la pop culture, avec notamment donc ce fameux sorcier à la cicatrice en forme d'éclair. Et j'aime bien justement ces petits côtés, avec ces petites références culturelles comme ça qui pop par-ci par-là. C'est très amusant de trouver à quoi ils correspondent et de savoir si on a la référence, que ce soit au niveau d'un film, au niveau d'une musique, au niveau de l'actualité. Moi j'ai trouvé ça super sympa. Et les autrices ont réussi justement à ne pas faire une caricature de ce fameux sorcier célèbre en récupérant les mêmes codes. Il y a certes les mêmes codes avec cette académie, il y a des professeurs, il y a des élèves qui sont un peu perdus, une héroïne qui est orpheline, qui se découvre des pouvoirs de sorcière et qui est puissante également. Il y a les mêmes codes certes, mais il y a quand même beaucoup plus derrière, avec notamment toute cette magie zodiacale qui est extrêmement bien utilisée. Moi je l'ai trouvée super intéressante, encore un peu plus à développer j'espère dans les prochains tomes, parce que c'est un tome 1 donc il est assez introductif. Il nous présente les bases de la magie et du zodiaque certes, mais on a envie d'encore plus. Et je me demande à la fin de ce tome-ci si le prochain tome va être axé encore sur Liam et le Capricorne, ou si on va se basculer vers d'autres signes zodiacaux avec d'autres personnages qui vont leur être liés. J'ai envie de découvrir les deux versions, donc je ne sais pas vers laquelle on va s'orienter. Je suis très curieuse de découvrir ce que ça va donner, parce que le premier tome, moi, m'a convaincue. C'est très frais, c'est très fluide, c'est très facile à lire. On est presque dans un côté un petit peu bite lit parce que ça se dévore. Et on se laisse transporter dans cet univers où il y a un soupçon de romance, mais qui est vraiment, on va dire, très léger. On sent qu'il va y avoir un rapprochement entre ces personnages de Bélias et de Liam, mais qui est pour le moment très survolé parce que, comme je vous dis, assez introductif en tant que premier tome. Certainement que cette relation va être un peu plus aboutie, un peu plus poussée au niveau des autres tomes. Je ne sais pas combien il y aura de tomes dans la saga, mais je suis très curieuse de découvrir ce que ça va donner, parce que Bélias est incroyablement chouette. J'aime beaucoup Liam également, j'espère qu'elle sera juste un petit peu moins craintive, fragile, avec ce côté brisé. Je pense qu'elle va devenir un peu plus mature, un petit peu plus combative, et j'espère qu'elle le sera vraiment dans les prochains tomes et que sa relation avec Bélias va justement la faire mûrir et la faire devenir un peu plus guerrière, un peu plus engagée dans sa poursuite justement de quête de vérité et de tueur de son grand-père. Très intéressant. Donc, voilà, c'était le premier tome de Zodiac Switch. Un énorme merci aux auditions Octoquill de me l'avoir envoyé pour me le faire découvrir, parce que c'était une vraie petite pépite. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner maintenant dans le second tome. J'ai hâte que ça sorte parce que la première approche était très positive. Je vais couper cette séquence ici et je vous retrouve plus tard dans une autre séquence. Je ne sais pas encore sur quoi elle va porter, mais je vous dis donc à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Et bonjour vous!
regardez avec quoi j'arrive aujourd'hui. Non, je ne suis pas allée faire les courses, mais je reviens de la médiathèque. Attendez, je vous ai tapé dedans, voilà, comme ça vous êtes mieux. Comment allez-vous aujourd'hui? Je continue ce blog très longtemps après, parce que je ne sais pas si ça s'entend encore. Je ne suis plus tout à fait malade, mais j'ai une sinusite persistante qui me casse les pieds. Donc bref, je me suis dit, il fallait que je retourne à la médiathèque qui va fermer dans pas longtemps pour des travaux. Donc j'ai fait, on va dire, des petites emplettes, des petites réservations que je vais pouvoir garder pendant très longtemps. Donc je me suis un peu, entre guillemets, lâchée, parce que je sais très bien qu'ils vont être fermés de juin à septembre, et je vais être très triste. Il y a toujours les autres médiathèques du réseau qui seront ouvertes, certes, mais j'ai pas pu résister. J'ai pris plein de livres, donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pris un peu de tout, hein, du graphique, du roman, des mangas, bref. Alors le premier que j'ai pris, c'est un autre H.P. Lovecraft revu par Gu Tanabe. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, c'est celui qui hantait les ténèbres. Je ne connais pas, donc on va voir si comme les autres c'était moyen bof, ou si celui-ci va peut-être me plaire. En tout cas, j'aime toujours le point de vue faux cuir, beau livre, belle édition. Ça par contre, c'est toujours aussi classe. Toujours dans les graphiques. Somalie, le tome 6, parce que j'avais adoré la fin du tome 5 et je voulais absolument connaître la suite. Donc, c'est bien pour bientôt. En parlant de suite, Bright Stories, le tome 5. Ah, je veux enfin pouvoir savoir ce qui va se passer. J'espère que dans les autres médiathèques, il y aura la suite, parce que sinon, je serais vraiment très frustrée de ne pas connaître ce qui va se passer. Oh, il a failli tomber celui-ci. Mais c'est le tome 2 de Blood Alone, parce que le premier tome était pas mal du tout. Je continue de voir ce que ça peut donner, même si c'était un peu plat. Peut-être que ça va commencer à bouger dans celui-ci. On verra. Et là, en point de vue roman, j'ai pris L'Homme Crée. C'est un thriller qui me faisait envie depuis un bon bout de temps. Et sa couverture noire fait partie d'un de mes challenges, mais ça, je vous inviterai à aller voir la vidéo que je vous mettrai dans le petit juste ici. Et j'ai très hâte de découvrir ce que c'est, parce que il y a marqué « Les enfants ne sont pas toujours innocents ». Ça promet d'être quelque chose de sympa, donc bientôt pour la découverte. On reste dans le noir, parce que celle-ci, c'est une autrice que je voulais vraiment découvrir, et particulièrement avec ce titre, même s'il paraît que c'est un tome 3. Je n'écoute pas, j'ai envie de découvrir celui-ci. Apparemment, on peut les lire indépendamment, donc ça m'arrange très très bien. Il s'agit d'un Cécile Cabannac, la petite ritournelle de l'horreur. J'adore la couverture. Ça fait très mystérieux, ça a l'air génial. Et un roman qui laissera dans votre tête comme une macabre ritournelle. Ça a l'air tellement chouette. Très hâte de découvrir celui-ci aussi. Je prends les livres comme ils arrivent, et là on repasse dans du graphique avec Lore Olympus. C'est le tome 2, parce que je n'ai pas trouvé le tome 1 et que je n'ai pas la patience d'attendre qu'il soit de nouveau disponible. Donc oui, j'ai pris le tome 2 sans avoir lu le 1, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je veux voir ce que ça va donner, et je voulais vraiment voir en vrai ce design d'Hadès et Perséphone dont tout le monde parle en ce moment, donc ça va être ma découverte par le tome 2, oui, mais c'est pas grave. Toujours du graphique avec une BD, je continue ma progression dans la série Le Scorpion, là nous sommes avec le tome 3, et je trouve que c'est toujours aussi funky. J'aime beaucoup, toujours le design de Marini est vraiment exceptionnel. Même si ça fait entre guillemets bizarre de revenir en arrière après Noir Burlesque, mais j'aime toujours autant me plonger dans les aventures du Scorpion, qui sont super sympas. Et après, d'autres romans. Je vous ai dit, j'ai beaucoup craqué. Hein. Mais ils vont être fermés longtemps, j'aurai le temps de les lire, il n'y a pas de souci. Et bah, j'ai pris quasiment que des thrillers, je crois. Mais celui-ci, c'est un cozy mystery, donc c'est un peu plus gentil. Meurtre et Charlotte aux fraises, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enfin lu Meurtre et pépites de chocolat, que j'ai trouvé super sympa. Donc je veux lire la suite, Meurtre et Charlotte aux fraises. Je suis très curieuse de voir ce que va donner la suite des enquêtes d'Anna Swanson. J'ai hâte et j'ai peur en même temps, donc très curieuse de voir ce que ce tome 2 va nous receler. J'ai enfin trouvé Oujigo de Estelle Faye, depuis le temps que je voulais le lire, et un Albin Michel imaginaire, comme par hasard, la collection que j'adore. Celui-ci a l'air très mystérieux, alors c'est vrai qu'il serait peut-être plus à lire en point de vue octobre, automne, Halloween, tout ça, mais il était là. Donc bah voilà, il est là, je l'ai pris. Et je suis très curieuse de le découvrir, ça a l'air très mystérieux, très witchy, très sombre.
J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et le petit dernier, celui-ci je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, je crois bien, qui m'avait intriguée. Et là quand je l'ai vu, j'ai lu le résumé et je me suis dit, il a l'air super fun. Thorngrove de Cécile Guillot. Ah, ça a l'air super chouette. Et la mise en page, je l'ai feuilletée. Regardez ça, c'est beau, non? Ces espèces d'épines là, comme ça. Je trouve ça super chouette. Et franchement, il y a marqué addictif, frissonnant, envoûtant. Cécile Guillot modernise à merveille les codes de la littérature gothique dans un roman young adulte impossible à lâcher. C'est de Vincent Tassi. Alors, j'aime pas trop aimer le Vincent Tassi que j'ai lu, qui était Apostasie. Mais je me dis que quand même, c'est l'un des piliers de la littérature gothique. S'il dit ça, quand même, c'est que ça doit être quelque chose derrière. Et franchement, la couverture me plaît. Elle me fait, je sais pas pourquoi, un petit peu penser à Béatrice Lestrange, vous trouvez pas? Je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais je la trouve super jolie. Très, entre guillemets, flippante, parce qu'elle a pas l'air sereine, la madame. Très énigmatique. Et franchement, ça a l'air super chouette. La mise en page a l'air incroyable. Un mix de chapitres classiques, entre guillemets, et de plus petits comme ça, genre journal intime. Ça a l'air incroyable. Et franchement, j'ai lu le résumé. Thorngrove, sa forêt d'épines, son manoir abandonné, sa légende noire, ses jumelles maudites. Trop envie de le découvrir. Ça a l'air super cool. Et voilà, donc c'était mon petit butin de la médiathèque. En sachant que je pense que ça, quand j'aurai fini de le lire, il y a d'autres médiathèques, comme je vous disais, de disponibles dans mon réseau. Moi, non, je vais retourner à la médiathèque de toute façon. Même si j'ai d'autres lectures en cours que je dois découvrir, même si j'ai des SP, même si j'ai une montagne de livres à lire, je peux pas m'arrêter. C'est pas grave. Et j'ai profité d'être dehors pour aller visiter une nouvelle librairie que je ne connaissais pas, qui est très grande et qui recèle autant du l'ancien que du nouveau. Et j'ai pas pu m'empêcher de passer un petit peu de temps dedans, discuter avec le libraire, voir comment il travaillait, voir qu'est-ce qu'il nous proposait, parce qu'il y a un côté aussi expertise de vieux livres incroyable. Et en fouinant, parce que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, il y en a de partout. Il y a des caisses, il y a des étagères, il y en a presque par terre, il y en a sur les devantures. Vraiment, il faut fouiller, se pencher, chiner, rechercher ce qu'on veut. C'est super funky. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Même s'il y a des moments, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas trop où est le thriller du contemporain. Mais j'aime bien fouiller, chercher comme ça. Et je suis tombée sur un livre que je ne connaissais mais absolument pas, qui n'était absolument pas prévu au menu, on va dire. Mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai craqué, bien sûr. J'avais de la monnaie sur moi, c'est dommage, hein, il fallait bien que je la dépense. Donc, je vais vous présenter la petite pépite que j'ai trouvée, qui débarque de nulle part. Il s'agit de Journal champêtre d'Edith Holden. C'est aux éditions Blumchen, que je ne connais pas du tout. Et Edith Holden, qui est cette dame-là, apparemment c'est une naturaliste du début du 19e, si je ne me trompe pas. Edith Holden, née à Kings Norton, Worcestershire, en 1871. Le journal champêtre d'Edith est un journal de 1906, Edith Holden étant une jeune naturaliste qui décrit et nous dépeint la flore et la faune de la campagne anglaise au fil des saisons. Franchement, sous la dust jacket, il est tout classique, mais il fait vraiment petit livre ancien que j'aime beaucoup. Et je l'ai pris parce qu'en fait, quand je l'ai ouvert, il m'a tellement fait penser à une inspiration qu'aurait pu avoir Caroline Millet de Caro from Woodland pour dessiner c'est mon automne, printemps et hiver cosy. Parce que regardez. Ça vous fait pas penser un peu à ça? Des magnifiques peintures à l'aquarelle avec une explication à la plume vraiment magnifique sur le côté au fil des saisons. Ça m'a vraiment fait penser à ça et j'ai pas fait exprès, mais il y avait des petits cadeaux dedans. Regardez, déjà profitez de cette magnifique page et je vois qu'il y a un petit marque-page dedans avec
des jolies fleurs. Et un peu plus loin, cette page est vraiment trop belle. Trop jolie. Ah la voilà. Dans la page du mois de juin, avec des digitales, il y a ça. On dirait une espèce de serviette en papier, mais avec des cactus en anglais. J'ai trouvé ça super fun. Putain, mais je sais pas si c'est normal que ce soit dedans ou si c'est quelqu'un qui les a oubliés en revendant le livre. Mais moi, je les garde. Je trouve ça chouette, ça fera partie du livre. Et franchement, c'est trop trop beau. Je suis tombée en admiration devant la beauté de la plume. Les lettres sont trop belles. La beauté des aquarelles également, avec la grive là par exemple, on reconnaît parfaitement l'oiseau. C'est trop beau. Je pense que je vais me régaler à le découvrir. En plus là, avec le printemps qui revient petit à petit, les beaux jours, la chaleur, les oiseaux, les fleurs. Je pense que c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci. Et franchement, ça m'a fait penser à une inspiration presque Caroline Millet. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je l'ai craqué. Il était à 10 €, donc honnêtement, franchement, hein, je crois qu'il était beaucoup plus cher que ça, parce que c'est un livre d'occasion. Il y a les prix initiaux. Ouais, il était à une trentaine d'euros normalement celui-ci. Donc je l'ai eu à 10 €, donc autant vous dire que voilà, hein, j'ai craqué. Et il n'y a pas le prix en francs indiqué dessus, mais je crois qu'il était assez cher à l'époque. Il était, si je ne me trompe pas, il y avait un autre livre d'Edith Holden qui était dans la librairie, qui était à peu près pareil, et il était à 180 francs. Donc honnêtement, quand là je l'ai à 10 €, je suis contente, hein. Donc je suis très curieuse de le découvrir, il est vraiment chouette. Je ne connaissais pas Edith Holden, mais ça va être l'occasion de découvrir et la personne et ce qu'elle propose, point de vue magnifique lettrine et magnifique paysage retranscrit à l'aquarelle, de toute beauté. Et vite fait, avant de couper cette séquence, je vous montre deux petits livres que j'ai trouvés en boîte à livres, parce que j'en ai proposé vu que j'étais dehors pour passer à la boîte à livres qu'il y a dans le village d'à côté, où j'ai déposé des livres et où je suis repartie avec deux. Et deux, plus ou moins en bon état, hein. Surtout celui-ci, la tranche, waouh, il a vécu, hein. Mais c'est pas grave, parce que c'est un Patricia Cornwell, et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, et j'aimais beaucoup ce que faisait Patricia Cornwell. Celui-ci, c'est le dossier Benton. Je l'ai peut-être lu par le passé, je ne m'en rappelle plus, donc un Cornwell de toute façon, je sais que je vais beaucoup aimer ce que je vais lire, donc il va certainement sortir incessamment sous peu. Et le deuxième, un Maxime Chatham, L'âme du mal. Alors lui aussi, il a un petit peu mal vécu, comme vous pouvez le voir. Je ne sais plus, je crois que ça fait partie d'une trilogie, mais est-ce que c'est le premier tome? Je ne sais pas, peut-être que c'est le premier tome, peut-être que c'est un one-shot, je ne sais pas. Il faut que je regarde, ou au cas où, si vous le savez, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si c'est un tome d'une trilogie ou une saga quelconque, ou si c'est un one-shot. Mais en tout cas, celui-ci, je ne l'ai pas lu de l'auteur, donc c'était l'occasion. Et ça me fait deux petits livres que je vais pouvoir découvrir, et certainement après remettre en circulation via une autre boîte à livres comme ça. Leur petit chemin continue. Et je vais arrêter la séquence ici, j'espère que ça vous aura plu. Petit retour de médiathèque, petit craquage, et petit blablatage comme ça, tranquillou. Je vous laisse ici parce que j'ai une autre vidéo que j'ai en tête qu'il faut que je tourne. Donc je vais couper cette séquence ici et je vais aller tourner tout de suite l'autre vidéo.